Donc l'objectif de ce webinaire est de vous présenter l'état de la jurisprudence actuelle sur la hausse des prix des matières premières et de l'énergie dans les marchés privés, à travers, dans un premier temps, les outils qui sont mis en œuvre pour pouvoir pallier la hausse du prix des matières premières dans les contrats, et dans un second temps, pouvoir vous présenter les jurisprudences actuelles et les solutions pratiques qui peuvent être mises en œuvre au regard de l'état de la jurisprudence que l'on va vous présenter. Le tout premier point qui est absolument essentiel à avoir et à connaître, c'est la circulaire numéro 6338 SG du 30 mars 2022, qui est venue instituer des recommandations applicables dans un premier temps au marché public et qui va permettre de venir pallier la hausse des prix de certaines matières premières qui constituent, au sens du Code de la commande publique, une circonstance exceptionnelle et qui va permettre par la suite de modifier les conditions d'exécution du contrat pour faciliter l'exécution du contrat d'un des co-contractants, notamment l'entreprise de travaux. Pourquoi partir de cette circulaire 6338 ? Tout simplement parce que même si elle prévoit des recommandations applicables au marché public, ces recommandations sont d'ailleurs les suivantes. Les modifications du contrat de la commande publique en cours, lorsque leur poursuite nécessite bien évidemment une adaptation des conditions d'exécution, lorsque, comme en marché privé, on se rend compte qu'au regard de la hausse des prix des matières premières, l'exécution du contrat devient trop onéreuse et n'est plus supportable pour un des co-contractants. L'application de la théorie de l'imprévision applicable au contrat administratif, puisque 1195 du Code civil, comme on va le voir, ne s'applique pas au contrat public, et le versement d'une indemnité à l'issue de l'application de cette imprévision, le gel des pénalités contractuelles, qui est un avantage considérable, puisque dès lors que l'on constatera une exécution excessivement onéreuse du contrat, des retards peuvent en découler, et donc des pénalités de retard contractuel qui auraient été convenues à la signature du contrat. Donc le gel de ces pénalités a un avantage considérable, en tout cas dans le cadre de cette circulaire-là, et l'insertion d'une clause de révision de prix aussi dans les contrats de la commande publique. Donc, on se pose quand même la question de se dire pourquoi on est dans le cadre de marché privé, pourquoi parler de cette circulaire du 30 mars 2022 ? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des contrats des marchés privés de travaux, notamment ? Cette circulaire prévoit, même si l'objectif initial de cette circulaire était de prévoir des recommandations uniquement applicables aux contrats publics, il y a une petite mention sur les contrats privés, et donc ça nous laisse en tout cas la possibilité de nous référer aux standards de cette circulaire dans le cadre des marchés privés. Cette circulaire-là va venir permettre d'appliquer la théorie de l'imprévision, donc 1195 du Code civil, au contrat de droit privé. Et d'ailleurs, la circulaire prévoit expressément que 1195 s'applique au contrat de droit privé, qu'1195, bien évidemment, est une disposition qui n'est pas d'ordre public, donc on peut bien évidemment y déroger contractuellement, on va le voir ensemble, mais que même si les parties ont décidé de déroger contractuellement à 1195 au jour de la signature du contrat, elles pourraient décider de réviser leur jugement et de ne pas appliquer 1195 afin de pouvoir bénéficier de la notion de changement de circonstances imprévisibles et de pouvoir renégocier les conditions du contrat. Voilà. Donc, sur l'application de 1195 du Code civil, pour rappel, 1195 du Code civil prévoit la chose suivante. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution de celui-ci excessivement onéreuse pour une partie et qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son contractant. Elle continue bien évidemment à exécuter les obligations durant la renégociation. L'idée, c'est de se dire que même si on peut appliquer 1195 du Code civil, ça ne doit pas constituer une manœuvre dilatoire pour s'exonérer de ses obligations contractuelles et de ne pas poursuivre le contrat.
pendant la renégociation, la partie en tout cas qui demande l'application de 195 doit pouvoir continuer de respecter ses obligations contractuelles. L'objectif de cette renégociation-là est de pouvoir adapter le contrat aux circonstances imprévisibles. Si cette adaptation n'est bien évidemment pas possible, la solution ultime est la résolution du contrat. Et c'est ce que prévoit 1195. Donc, toujours avoir en tête, dans le cadre de l'application de 1195 du Code civil, 3 conditions qui sont cumulatives. Donc, un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat qui rend l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie et qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque à la conclusion du contrat. Pour appliquer 1195 du Code civil, il faut aussi avoir en tête que toutes les autres solutions contractuelles ont été purgées. C'est-à-dire que si dans votre contrat, il y a une clause de révision de prix, cette clause de révision de prix doit avoir été appliquée pour vérifier que c'était que le 1195 constitue la seule et unique solution pour pallier à cette circonstance imprévisible qui est survenue en cours d'exécution. Le changement de circonstance imprévisible, il a été typiquement mis en place dans le cadre de la situation qu'on connaît actuellement. Flambée des prix du pétrole, sortie de l'euro d'un contractant. Donc cette théorie de l'imprévision, elle est exactement pensée pour des causes qui sont extérieures aux contractants concernés, notamment des changements de législation environnementale, fiscale, des flambées des coûts d'approvisionnement, comme on en connaît aujourd'hui, des guerres, comme on en connaît aujourd'hui malheureusement, et qui ont pour conséquence de rendre l'exécution du contrat qui a été initialement conclu trop coûteuse pour une partie. Comme je l'ai déjà dit, l'article 1195 du Code civil n'est pas d'ordre public, donc bien évidemment, dans le cadre d'un contrat, on pourra y déroger et expressément prévoir qu'il n'est pas possible d'appliquer, qu'on décide en tout cas en tant que co-contractant de ne pas appliquer 1195. Cette décision, elle est bien évidemment prévue au contrat, elle est conclue d'un commun accord. Par ailleurs, la recommandation de la circulaire 6338 pour les contrats privés est de dire qu'aujourd'hui, les parties peuvent convenir de neutraliser la clause limitative, donc la clause qui aurait pour vocation d'exclure 1195. Ce qu'il faut encore une fois savoir, c'est que pour exclure une clause du contrat, il faut que les deux parties soient d'accord. Et il faut prouver que les deux parties soient d'accord. Donc ça ne va pas exonérer les parties de devoir conclure un avenant au contrat pour prévoir qu'elles neutralisent, même pendant un temps donné, même pendant un temps limité, la clause limitative qui exclut l'application dans 195. Donc, on peut se poser quand même la question de savoir, est-ce que c'est une réelle solution, puisqu'il faudra quand même un accord des parties au moment où la circonstance imprévisible est intervenue. Autre point, à défaut d'appliquer 1195 du Code civil, dans les marchés de travaux, notamment les marchés de travaux privés, on peut faire référence à certaines normes, notamment la norme NFP 03001, qui, elle, reprend aussi l'article 1195 du Code civil dans une certaine mesure, puisqu'elle va prévoir que si des changements de circonstances imprévisibles lors de la signature du contrat vont rendre excessivement onéreuse l'exécution de celui-ci par une partie et qu'elle n'avait pas accepté d'en assumer ce risque, nos 3 conditions cumulatives que l'on a vues précédemment, celle-ci peut demander une renégociation du contrat. Et en cas d'échec, cette fois-ci, de cette renégociation-là, les parties peuvent convenir de recourir à une conciliation ou une médiation et éventuellement derrière à une procédure en justice si celle-ci ne fonctionne pas. Voilà. Donc, si 1195 ne s'applique pas et que le contrat fait référence à la norme AFNOR NFP 03001, indirectement, nous pouvons appliquer 1195 puisque cette norme reprend par essence 1195 du Code civil. Le caractère excessivement onéreux constitue en quelque sorte le cœur de la justification, puisque c'est une définition qui est assez floue en l'état. À partir de quel moment nous pouvons considérer en tant que co-contractant que notre exécution est excessivement onéreuse? Alors, le changement de circonstances imprévisibles, il va devoir conduire à une exécution excessivement onéreuse pour une partie, donc qui va avoir pour conséquence un coût supplémentaire ou une perte de bénéfice. Mais le simple coût supplémentaire et la simple perte de bénéfice, ça ne constitue pas une exécution excessivement onéreuse pour une partie.
Donc, il faudra se référer à d'autres standards et aller justifier que le surcoût n'est pas tenable pour une partie. C'est par là qu'on entend excessivement onéreux. Pour pouvoir avoir un référentiel sur ce standard d'exécution excessivement onéreuse, on peut se référer dans un premier temps à la jurisprudence, mais aussi au standard de la circulaire 6338 dont on a parlé précédemment. En effet, cette circulaire, même si elle prévoit des standards pour les contrats publics, ayant fait référence aussi aux contrats privés, on pourrait bien évidemment s'en inspirer pour pouvoir justifier d'une exécution excessivement onéreuse. Et dans le cadre de cette circulaire, elle va indiquer que notamment une augmentation qui est supérieure à 7% d'un coût d'exécution des prestations en raison d'une hausse forte et imprévisible de prix constitue une exécution excessivement onéreuse, ou par exemple qu'une charge supplémentaire qui porte un préjudice pour l'entreprise de l'ordre de 12,8% du montant du marché constitue aussi une exécution excessivement onéreuse. De manière plus générale et de manière plus standard, la circulaire va préciser que les charges extra-contractuelles qui vont pouvoir atteindre un 15e du montant initial hors taxe du marché constituent une exécution excessivement onéreuse. Donc, ça peut constituer un standard, une référence, une justification qui va nous permettre soit de demander dans un premier temps à notre contractant une renégociation du contrat sur le fondement de la norme AFNOR ou sur le fondement de 195 du Code civil, ou à défaut, si ça ne fonctionne pas, de demander une renégociation ou une résolution devant le juge. Exception. Aujourd'hui, on a parlé de modification des conditions d'exécution du contrat dans des contrats qui sont conclus à prix non forfaitaire. Il existe une exclusion de l'imprévision pour les marchés conclus à prix forfaitaire qui est prévue à l'article 1793 du Code civil. Cet article prévoit expressément que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté convenu avec le propriétaire du sol, ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux. On s'en rend bien compte que lorsqu'on a conclu un contrat à prix forfaitaire, 1195 ne peut pas s'appliquer. En effet, on part du principe que le forfait doit couvrir l'aléa, sauf à qualifier la prestation de prestation supplémentaire au titre du contrat. Prestation supplémentaire, qui veut dire prestation qui n'est pas couverte par l'objet du contrat et qui est hors périmètre contractuel. La jurisprudence est très claire sur ce sujet. Plusieurs rappels, Cour d'appel de Bordeaux, 27 avril 2021 notamment, qui prévoient que le caractère forfaitaire du marché déroge par nature au bénéfice de l'imprévision prévu par l'article 1195 du Code civil. Qu'en est-il en jurisprudence aujourd'hui? On a vu comment appliquer l'article 1195 dans les marchés non forfaitaires et forfaitaires. Aujourd'hui, en jurisprudence, comment on apprécie ce bouleversement économique, comment on apprécie cette exécution excessivement onéreuse. 3 jurisprudences essentielles qui sont intervenues en 2022, dont la première qui a été rendue par la Cour d'appel de Colmar le 4 mars 2022, dans le cadre d'un marché forfaitaire. Donc, qui dit marché forfaitaire dit exclusion dans 195 du Code civil. Donc, dans cette première décision, la Cour d'appel a déjà précisé ce que l'on entendait par en 195 du Code civil, puisqu'elle a précisé la notion de bouleversement de l'économie d'un contrat, puisque celle-ci va résulter d'une augmentation substantielle dans la masse des travaux ou d'un changement dans la nature de ces derniers qui a eu un impact économique significatif. On est quand même sur une définition objective, donc non chiffrée, mais lorsqu'on regarde l'application par la Cour de cette définition-là, on se rend bien compte qu'en l'espèce, il s'agissait de la fourniture d'armature en acier supplémentaire, que cette quantité-là, qui était une quantité supérieure de 7% par rapport à la masse initiale et qui économiquement ne correspondait à une augmentation du prix initial du marché que de 2%, ne pouvait constituer une exécution excessivement onéreuse et un bouleversement économique entraînant cette exécution excessivement onéreuse. Et donc, dans cet arrêt, on a rejeté l'application dans 195 du Code civil. La Cour a même rappelé que dans l'espèce, comme les parties faisaient référence à la norme AFNOR, donc pas directement au 195 du Code civil, à supposer qu'elle était appliquée, 1195 ou la norme AFNOR ne peuvent venir
substituer à l'article 1793 du Code civil qui, lui, va prévaloir. Donc attention, quand on est dans un marché forfaitaire, cette décision a quand même énormément d'impact, puisque même dans le cadre d'un marché forfaitaire, si les co-contractants font référence à la norme AFNOR ne va pas venir se substituer à 1793 qui va prévaloir. Deuxième jurisprudence, Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2022. Encore une fois, dans un marché à prix global et forfaitaire, donc qui applique 793 du Code civil. Dans cet arrêt-là, encore une fois, pas de bouleversement de l'économie du contrat qui justifie une renégociation des conditions financières et pas de qualification de travaux supplémentaires qui justifiait la modification du prix des prestations. Parce qu'en effet, les documents particuliers du marché prévoyaient qu'il était possible que les travaux qui étaient commandés par ordre de service et signés par le maître d'ouvrage, qui pourraient, le cas échéant, faire l'objet d'une modification du prix du marché. Dans ce cas-là, dans le cas d'espèce, il n'a pas été justifié ni de prestations supplémentaires, puisqu'en fait, les prestations étaient déjà prévues dans le décompte général. Et dans ce cas-là, on ne pouvait pas justifier que ces prestations étaient hors périmètre du contrat pour justifier le paiement d'un complément au titre de prestations supplémentaires, et qu'il n'y avait pas de bouleversement de l'économie du contrat au regard du montant qui était demandé. Dernière jurisprudence plus récente, Cour d'appel de Lyon, 5 octobre 2022. Encore une fois, dans un marché à prix global et forfaitaire, 1793 du Code civil, qui prévoit à la fois donc, que si les travaux supplémentaires n'ont pas été autorisés dans les conditions de l'article 1793 du Code civil, le paiement de travaux voulus par le maître de l'ouvrage et qui auraient bouleversé l'économie du contrat peuvent faire l'objet d'un paiement. Donc à ce moment-là, si les travaux complémentaires n'ont pas été ratifiés et que l'entrepreneur les a effectivement réalisés et qu'on a bien évidemment, du fait de l'exécution de ces prestations supplémentaires, justifié d'un bouleversement de l'économie du contrat, on pourrait venir en réclamer le paiement, tout simplement. Le contrat faisait référence non pas à l'article 1195, mais à la norme AFNOR et à l'imprévision. Et donc, l'arrêt a bien prévu que concernant le bouleversement invoqué de l'économie du contrat, les modifications apportées en cours de travaux doivent être d'une importance telle que la nature et le coût de l'ouvrage cessent de se situer dans les prévisions du projet initial. Donc là, on va regarder le bouleversement et l'exécution excessivement onéreuse au regard de la prévision initiale du prix du marché et de ce qu'a vraiment coûté le marché dans le cadre de l'exécution effective et au moment où le bouleversement est intervenu. En l'espèce, l'idée, c'était de pouvoir exclure du calcul du bouleversement les moins-values qui avaient déjà été prises en compte dans le décompte et les sommes qui étaient déjà payées. Donc, in fine, économiquement, il n'y avait pas tant d'écart entre les prévisions du projet initial et l'exécution effective, les moins-values étant déjà intégrées dans le décompte. Encore un arrêt de rejet. On se rend bien compte qu'au regard de toutes ces jurisprudences-là, il est difficile de pouvoir établir une exécution excessivement onéreuse, même si la Cour essaye de dégager des critères objectifs pour permettre de justifier du bouleversement et de l'exécution excessivement onéreuse, mais qu'en termes de preuves, il faut vraiment pouvoir trouver en tout cas recueillir toutes les justifications possibles pour pouvoir justifier d'un écart significatif. Dernier point, quelle solution pratique? Aujourd'hui, pour justifier d'un bouleversement de l'économie du contrat, dans un premier temps, et la première chose à voir, c'est de vérifier si 1195 du Code civil s'applique ou s'il est exclu. S'il est exclu et qu'on n'est pas sur un marché forfaitaire, on pourrait éventuellement, comme le recommande la circulaire, avenanter, même à durée déterminée, le contrat pour ne pas appliquer pendant un temps l'exclusion à 1195. C'est une solution. À défaut, si on est sur un marché forfaitaire, bien évidemment, il faut vérifier si la norme AFNOR ne s'applique pas, NFP 0311. Et donc, attention bien évidemment à la jurisprudence Cour d'appel de Colmar qui prévoit que même si on applique la norme, elle ne se substitue pas de 793 du Code civil. Et là, encore une fois, il faut bien évidemment se dire que c'est un arrêt de cour d'appel, qu'on n'a pas encore eu de cassation sur cet arrêt-là et qu'il faudra attendre une décision en cassation pour avoir une décision définitive et une position définitive. Voilà.
Enfin, bien évidemment, il faudra justifier de la demande de paiement sur le fondement de prestations supplémentaires, si c'est possible, si les prestations supplémentaires sont hors périmètre du contrat pour être qualifiées de supplémentaires. Et donc là, se faire référence notamment à la dernière jurisprudence qu'on a vue sur la Cour d'appel de Lyon. Voilà. Enfin, dans un deuxième temps, pour justifier des surcoûts et du caractère excessivement onéreux, il faudra établir l'augmentation exceptionnelle des prix, énergie et ou matières premières nécessaires à la bonne exécution du contrat, notamment en référence aux standards de la circulaire, les 7%, le 15e par rapport au prix initial du marché, hors taxe, bien évidemment. Donc, toujours pouvoir se faire référence à ce standard-là qui peut constituer une base de justification et une base d'argumentaire même devant le juge. Pour les contrats qui ne sont pas encore conclus, quels sont les biais à avoir? Qu'est-ce que l'on peut conseiller aujourd'hui quand on négocie un contrat en connaissance de cause, connaissant la hausse des prix des matières premières, de l'énergie aujourd'hui? Premier point, éviter de conclure des marchés forfaitaires non révisables, non actualisables. Même si vous prévoyez un marché à forfait, vous pouvez prévoir peut-être une clause de révision. Donc là, évidemment, ne pas hésiter à le faire. Et éviter, si on peut, bien évidemment, de négocier un marché à forfait pour pouvoir appliquer 1195 et ne pas tomber sur le coup de la jurisprudence de Colmar et de 1793 du Code civil. Deuxième possibilité, négocier une définition large des prestations supplémentaires qui peut être un levier, c'est-à-dire de pouvoir dire que les prestations qui ne sont notamment pas acceptées par le maître d'ouvrage constituent des prestations supplémentaires et donc tomber sous le coup de la jurisprudence de la Cour d'appel de Lyon. Et donc, dans ce cas-là, justifier alors sur un autre fondement que l'imprévision du paiement des prestations qui ont été effectivement réalisées. Autre possibilité, adapter l'article 195 du Code civil. N'étant pas d'ordre public, on peut l'adapter contractuellement. Et donc, dans ce cas-là, le contrat peut prévoir un seuil au-delà duquel l'économie du contrat est bouleversée, avec même une liste non limitative d'événements qui constituent un tel bouleversement. Augmentation des prix des matières premières, énergie. L'idée, c'est d'adopter une même réflexion, une même logique que pour les clauses de force majeure qu'on peut adapter dans le contrat. On pourrait éventuellement faire la même chose pour 1195 du Code civil. En cas de contentieux, bien évidemment, il serait envisageable de justifier un bouleversement d'un changement imprévu des conditions d'exécution du contrat au regard de l'enchaînement des circonstances exceptionnelles et extérieures aux parties, parce qu'aujourd'hui, on connaît un enchaînement et une succession de circonstances imprévisibles et exceptionnelles, pandémie, guerre, hausse des prix qui ont pour conséquence une hausse des prix des matières premières, une hausse des prix de l'énergie, tout simplement. C'est aussi justifié. En tout cas, c'est aussi un argument qui pourrait être apporté devant le juge dans le cadre d'un contentieux. Enfin, dernier point, la force majeure. Est-ce que la force majeure pourrait constituer une solution? En l'état, et à notre sens, on ne le pense pas. Parce qu'aujourd'hui, cet argument est peu soutenable au regard de toute la jurisprudence Covid qui a été appliquée et qui a été entérinée en juillet dernier par la Cour de cassation, puisque aujourd'hui, on considère que la Covid n'est plus un événement imprévisible et irrésistible notamment. Et dans ce cas-là, on pourrait penser que pour la hausse des prix des matières premières qui, en fait, est intervenue depuis 2021, qu'on connaît depuis 2021, ne pourrait justifier l'application d'une clause de force majeure. Et donc, on pourrait transposer toute la jurisprudence relative à la Covid sur la hausse des prix. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que la clause de force majeure ne pourrait pas, en l'état, être une réelle solution. Dernier point sur les solutions pratiques. S'il y a contentieux, quelle procédure contentieuse appliquer? Alors, au regard de la situation et de l'urgence, on pourrait penser que le référé est une solution, parce qu'en fait, au moment où le bouleversement intervient et que l'exécution du contrat devient excessivement onéreuse pour une partie, il est urgent de pouvoir agir, sachant que 1195 ou même la norme AFNOR ne permet pas à la partie de s'exonérer de ses obligations contractuelles. Elle doit continuer à exécuter le contrat dans les termes convenus, à charge pour elle de demander une renégociation ou une résolution. Le référé n'est malheureusement pas une solution, puisque le juge des référés va rester compétent uniquement pour prononcer des mesures dites conservatoires et provisoires, et que pour adapter le contrat, voire le résoudre, seul est compétent le juge du fond. Donc dans ce cas-là, les procédures restent quand même assez longues. Et on pourra difficilement, en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas soutenir devant le juge des référés une demande de modification du contrat ou éventuellement une demande de résolution. Dans le cadre d'un litige qui serait porté devant le tribunal de commerce, il faudrait peut-être penser à l'assignation à bref délai,
qui, elle, peut, moyennant la justification d'une urgence, qui, elle, pourrait intervenir en raison d'un temps trop long ou de pertes trop longues, trop importantes pour un co-contractant, qui permettrait de justifier que le juge autorise une partie à assigner dans des délais très courts et qu'une décision au fond soit rendue. J'attire quand même votre attention sur le fait que les jurisprudences qui ont été présentées sont des jurisprudences de cour d'appel, qu'on attend toujours dans le cadre de la hausse des prix des matières premières une décision de cassation pour pouvoir entériner toutes les solutions qui aujourd'hui sont débattues devant les juridictions et qu'en l'état, on ne peut que se reposer sur les recommandations alors qu'on vous a éventuellement présentées aujourd'hui, donc avec la possibilité d'effectuer des aménagements contractuels, d'éviter de conclure des marchés à forfait, par exemple, pour pouvoir appliquer en 195 du Code civil, ou éventuellement, si les relations sont bonnes, avenanter les contrats pour exclure, en tout cas, l'impossibilité d'agir sur 195 du Code civil, comme recommandé par la circulaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère avoir pu vous apporter des éclaircissements, en tout cas, sur la hausse des prix des matières premières dans les contrats privés et de la jurisprudence actuelle.